Donc, petite présentation théorique, un peu sur l'histoire de l'éducation et de la sédentarisation au Nunavik. Je pense que ça va aider à mettre en contexte les enjeux que peuvent rencontrer les différents acteurs et actrices du milieu de l'éducation au Nunavik. Je vais faire un petit sujet amené un peu cavalier. Là. Suite à des millénaires de vie semi-nomade, les Inuits ont rencontré un monde puis ses organisations qui ont mené à leur sédentarisation de manière intentionnelle ou non. C'est un processus qui s'est enclenché alors que le mode de vie inuit s'est transformé au contact des postes de traite et un processus qui s'est continué grâce aux interventions de l'État canadien. Ce dernier a décidé de s'impliquer dans ce processus de sédentarisation en voyant les difficultés rencontrées par les Inuits suite à une baisse du prix des fourrures sur le marché mondial et à une absence de caribou, ainsi qu'aux remarques de la US Air Force qui leur a fait signe que ça allait pas bien au Nunavik. La société canadienne s'est donc attelée à intégrer la société inuite, ce qui sera décrit par la suite dans la littérature comme du colonialisme interne, où la force coloniale se retourne vers les communautés minoritaires en son sein pour étendre son hégémonie. Comment ça s'est concrétisé réellement? Donc, c'est par une offre de services, dont la scolarisation, qui a débuté en 1949, et la construction de maisons, qui a commencé un peu plus tard dans les années 50. Auparavant, l'éducation, c'était juste l'œuvre des missionnaires qui se faisaient à leur échelle, vraiment. L'État, lui, vient construire des écoles, au départ dans deux communautés, Kuujjuaq et Inukjuaq. Mais dès 1955, un nouveau programme est mis sur pied par Jean Lesage. Et c'est un programme qui va miser vers la construction d'écoles. Donc, à partir de 1957, on construit des écoles, ce qui fait passer le nombre d'élèves de 229 en 1957 à 700 en 1964. Pour vous donner un ordre d'idée peut-être plus précis, en termes de pourcentage, c'est 10 % des jeunes Inuits qui vont à l'école en 1951, puis en 1961, c'est 63 %. Au départ, quand le fédéral intervient, c'est vraiment juste au niveau primaire qu'il y a de la scolarisation. Par après, dans les années 60, le gouvernement du Québec commence à s'impliquer dans l'éducation aussi. Elle met sur pied la Direction générale du Nouveau-Québec, la DGNQ, qui répond du ministère des Ressources naturelles, ce qui peut être quand même significatif. S'installant dans un milieu éducatif déjà occupé par le fédéral, la DGNQ offre juste des services éducatifs au niveau maternel, mais met quand même sur pied un programme qui vise 10 années, 3 cycles, et qui répondrait à 3 principes. L'élève ne doit pas être coupé de son milieu, ce qui implique de pouvoir lui donner un enseignement dans sa langue et dans une école située près de chez lui. Ensuite, l'enseignement doit favoriser l'apprentissage des métiers utiles dans le Nord et la formation d'enseignants inuits doit y être privilégiée. Toutefois, en 1969, ce programme-là n'est toujours pas mis sur pied complètement. La DGNQ offre des services juste de la maternelle à la 4e année. Par la suite, en fait, le gouvernement du Québec met sur pied la Commission scolaire du Nouveau-Québec, CSNQ, qui, elle, répond du ministère de l'Éducation. La CSNQ finit par absorber les instances de la DGNQ et s'applique à mettre en place les formations universitaires pour les profs inuits qui seront dispensées par l'Université McGill. Durant toute cette période, les écoles fédérales et provinciales vont côte à côte et font compétition pour les élèves. Je tiens à citer Véronique Paul qui a bien résumé ce qui est dit par rapport à cette scolarisation à cette époque par les instances fédérales et provinciales. Les études sur le sujet démontrent que pour les 2 paliers de gouvernement, la priorité fut accordée à la scolarisation rapide des enfants inuits pour qu'ils bénéficient des développements économiques prévus pour leur région, mais que ces politiques ont échoué à soutenir le développement d'un curriculum d'études adapté à l'environnement nordique et que les considérations liées à la continuité culturelle ont été occultées. C'est ça. Donc, à la fin des années 70, c'est la commission scolaire Kativik qui est mise sur pied, suite à la signature de la Convention de la baie James et du Nord québécois. Elle conservera la plupart des dispositions de la DGNQ et de la CSNQ, donc l'inaptitude jusqu'à la 3e année, puis la formation des maîtres inuits. Elle constitue en plus les comités de parents et embauche des équipes de conseillers pédagogiques pour accompagner les écoles. À ce jour, la commission scolaire Kativik
est encore responsable de la scolarisation au nord. Elle s'appelle maintenant Kativik Ilisarnilirinnik, ou KI, en bref. Oui. Mais malgré cette reprise en charge par la société inuite de son éducation, il y a quand même des critiques qui sont portées envers la scolarisation. En 1992, la société Makivik produit le rapport Silatunirmut, le chemin de la sagesse, qui est critique de cette éducation. Peut-être de manière plus concrète. Oh, on est rendu là, c'est bon. Donc, nous autres, ça c'était juste la mise en contexte, pardon. Nous autres, notre projet s'inscrit dans ce contexte-là, bien sûr, et il a trouvé sa raison d'être, en fait, dans un constat qui a été fait par la chercheuse principale et l'organisme partenaire, dont je vais parler plus tard. Constat qui est d'ailleurs soutenu par la recherche et les documents gouvernementaux. Tout d'abord, l'école au Nunavik a la difficulté à remplir au moins une partie de sa mission, qui est la scolarisation. Donc, le taux de diplomation est sous la barre des 50 % au Nunavik. D'autre part, le taux de rétention du personnel scolaire est très bas. Nous, de notre côté, on a postulé qu'il pouvait avoir un lien entre ces deux facteurs, ces deux facettes du constat. Le personnel scolaire qui vient en grande partie du Sud, qui a peu de connaissances du milieu professionnel dans lequel il va travailler, ça va de pair, en fait, avec une ignorance sur comment accomplir sa tâche ou les meilleures manières de remplir sa mission, ce qui peut causer des problèmes au niveau professionnel et donc un désengagement justement du dit professionnel. Et bien sûr, on a trouvé peu de littérature à propos des directions d'école au Nunavik. On en a principalement trouvé au Nunavut et dans les communautés des Premières Nations au sud du Québec. Je vais laisser Elisapi parler d'un cas concret. OK. Juste à Ivuyivik, il y a 9 professeurs inuits puis 11 professeurs Halunat qui sont les non-inuits. Puis la scolarisation de la langue première à la langue seconde, fait que de la maternelle jusqu'à la 3e année, ça se fait en Inuktitut. Mais en 3e année, ils font un switch à la langue seconde, fait qu'ils font, exemple, la moitié de la journée en Inuktitut et l'autre moitié de journée dans la langue seconde, qui est l'anglais ou le français, avec la décision qui est faite avec les parents puis l'enfant. Donc, l'enfant va poursuivre la seconde langue à partir de la 4e année à temps plein, avec un cours d'Inuktitut jusqu'à la fin de son 5e secondaire. Puis les directeurs d'école se succèdent 6 directeurs en 3 ans, juste à Ivuyivik. Puis des fois, c'est un professeur non-inuit qui remplace pendant les absences de la direction. Donc, en 4 ans, tu sais, des fois, les directeurs ils quittent rapidement sans les enseignants qui vont être informés à l'avance. Puis, ouais, c'est... Donc, l'importance du directeur de centre Inuit, lui, souvent, il va rester plusieurs années, puis il vit ces changements-là vraiment proches, là. Juste à Ivuyivik, on a un directeur de centre qui est là depuis plusieurs années. Il voit les directeurs rentrer et sortir. Des fois, on aime ça quand ils restent, mais des fois, c'est pas long. Puis, c'est pas facile pour le directeur de centre, vu que c'est sa job aussi d'apprendre aux directeurs, c'est la communauté, le travail. Ouais. C'est pas toujours facile pour le directeur de centre, on imagine, vu le changement de personnel tout le temps. Surtout à la direction, c'est un poste très important dans nos écoles. Ouais. OK. Bien, donc nous autres, suite à ce constat-là, bien, on a décidé de faire une recherche développement collaborative. Pardon. L'objectif général, c'est vraiment d'approfondir notre compréhension des enjeux qui touchent les directeurs et les directrices d'école en milieu biculturel nordique. Et plus particulièrement, on cherche à distinguer la compréhension inuite et non-inuite du travail de directeur d'école, d'identifier des savoirs, savoir-faire, savoir-être utiles aux directeurs et directrices dans ce contexte et d'actualiser notre compréhension que subit l'institution scolaire au Nunavik au fil du temps. Au niveau méthodologique, on vise à faire une recherche qualitative à travers des entretiens ethnographiques. On trouve que la recherche qualitative est appropriée à ce contexte de recherche où est-ce qu'on va
chercher un échantillon de population assez restreint, nommément les directions d'école présentes et passées du Nunavik. Et les entretiens ethnographiques nous permettent de vraiment créer une ambiance propice à la prise de parole, étant donné que le vécu de ces personnes au Nord est souvent très personnel, intime, et que ça peut devenir émotif assez rapidement. Nous autres, on va recruter les participants selon plusieurs critères. On veut une certaine diversité au niveau de l'époque, selon qu'ils sont inuits ou non inuits, et selon leur genre. On procède par la méthode boule de neige, principalement. Donc, on a des premiers contacts qui ont été assurés grâce à notre organisme partenaire que j'ai mentionné plus tôt, Tukisi Valiru Titsanut par Naiti. On dit souvent Tukisi, de manière brève. Puis, donc, ils nous ont guidés vers des premiers contacts de personnes qui nous en ont référé d'autres, et ainsi de suite. Et c'est ça, à travers les entretiens, on cherche vraiment à savoir c'est quoi les tâches, c'est quoi les savoirs, compétences qui sont importants, et une description de la réalité vécue. Puis nous autres, on va procéder à analyser tout ça. Le processus, en fait, on a commencé à début de l'année 2022 à en parler. On a fait une demande de subvention au CRSH, dont on a reçu en mai 2022. Ce qui nous a mené à faire une demande de certificat d'éthique à l'automne 2022. Étant donné des horaires un peu atypiques des assistants de recherche, on a pu compléter ce certificat d'éthique qu'à l'hiver 2023. Donc, on a pu commencer tout récemment à faire des contacts avec les directions d'école que l'on voulait interviewer, et on a commencé à faire des entrevues ce printemps. Au Sud, c'est principalement auprès des directeurs à la retraite que ça se fait, et c'est mené par un étudiant à la maîtrise en enseignement, moi. Et au Nord, c'est ça, c'est principalement des directrices actives qui vont être interviewées, et les entrevues sont menées par ma collègue Élise Sapi ici et Véronique Paul, chercheuse principale. On espère faire l'analyse des données à l'hiver 2024 et faire des captations et des réalisations de courtes capsules vidéo plus tard, après l'analyse des données. Donc, je vais vous en parler un peu plus tard. C'est ça. Dans la littérature, ce qu'on avait trouvé, c'est que la tâche des directions d'école, c'est vraiment définir les objectifs de l'établissement, les communiquer, gérer les programmes, superviser l'enseignement, donc coordonner la réalisation du curriculum et surveiller les progrès des élèves, ainsi que créer un climat positif. Des descriptions qui peuvent être un peu floues et désincarnées. Et nous autres, avec notre projet, on espère aussi donner de la substance à tout ça et aller chercher des témoignages concrets de comment ça peut se réaliser. On va vous montrer quelques extraits d'entrevues, c'est tout ça, qu'on a fait déjà auprès de 2 acteurs du Sud. Ouais. En lien avec la communauté, la première personne a dit « Pour que ça fonctionne, il faut arriver en tant que coopérant, être au service des gens sur place. On était les employés du comité de parents. » Puis, ouais, ça, je trouvais ça vraiment beau parce que, justement, la directrice qu'on a en ce moment a déjà cité quelque chose de semblable à ça, puis je trouve ça très fort. Puis, ouais, je pense que c'est très bon pour un directeur de dire ça. La deuxième, c'est il faut respecter ce qui se passe dans le village, donc faire attention et prendre son temps. Donc, en arrivant dans la communauté, on vient pas sauver les gens, on vient travailler avec eux, puis on prend le temps de connaître le village, les gens, puis on prend son temps, puis on respecte notre environnement quand on arrive. Pour le leadership, il y en a partout. Tu dois spotter les leaders dans les classes. Tu respectes leur leadership et ils vont respecter le tien. Deuxième, tu dois faire en sorte de te trouver un remplaçant Inuit le plus vite possible. Ta job, c'est de faire disparaître ta job. Ça aussi, je l'ai déjà entendu d'un directeur, puis je trouvais ça beau parce que il y a beaucoup de directeurs... c'est pas beaucoup de directeurs qui pensent que c'est un Inuit qui doit prendre le poste, puis ouais, c'est important parce que on veut, dans le futur, pour des résolutions à long terme, excusez-moi, on veut quand même que ce soit par et pour les Inuits partout. Puis,
Vie de l'école, il faut créer un miroir. L'école montre aux élèves qui ils sont. Puis, la vie de l'école se reflète dans celle de la communauté. J'ai oublié les commentaires que j'avais hier, mais je pense que ça se comprend très bien. Ouais, c'est ça. Ben oui. Mais merci. Avez-tu des commentaires pour les deux? Non, je n'ai pas. Ouais, c'était parfait. J'ai oublié qu'est-ce qu'on a. Mais c'est ça. Genre, nous autres, à travers ces entrevues-là qu'on a faites tout récemment, mais déjà, je veux souligner que c'est des directeurs à la retraite qui ont tenu ces propos-là. Puis on a hâte de voir qu'est-ce qui se dit actuellement, puis c'est quoi les rapports avec, justement, les liens avec la communauté et le comité de parents, qu'est-ce qui est souligné maintenant. Mais il y a l'importance de s'adapter à la société d'accueil. Puis ça passe beaucoup par écouter le comité de parents puis promouvoir la culture. Et il y a un travail de leadership aussi, donc peut-être se désengager de l'administration puis être auprès des élèves, auprès des enseignants, enseignantes, et pour être de manière propice en lien avec ces personnes-là, en tant que leader, il faut se demander comment qu'on accomplit ce leadership. Puis il faut qu'il soit adapté au contexte. Les perspectives qu'on a avec ce projet-là, puis je pense que c'est une des choses importantes qui a mené à la réflexion, qui a guidé la réflexion de tout ce projet, c'est vraiment le désir de pouvoir faire un partage des résultats qu'on trouve. Donc, c'est pour ça qu'on veut créer des capsules vidéo formatrices. Donc, après une entrevue audio avec les directeurs, directrices, on va sortir les extraits peut-être les plus cruciaux qu'on va décider ensemble, bien sûr, avec les directions, pour faire des capsules vidéo que les directeurs, directrices vont être filmés, ils vont témoigner, ils vont dire c'est quoi leur truc, c'est quoi les conseils, c'est quoi qu'ils trouvent important. Comme ça va pouvoir être diffusé plus largement, ça va pouvoir jouer un rôle dans la formation formelle et informelle des directions d'école. Et bien sûr, nous autres, on va écrire un article, puis faire des trucs plus académiques avec le congrès d'Inuit Studies aussi. Je pense que c'est tout. On veut remercier ces gens. Bravo.